Si l'on en croit les médias américains, Israël a déjà décidé de mener sa riposte contre l'Iran au cours de cette semaine. On spécule ouvertement sur la possibilité que les installations nucléaires iraniennes soient ciblées. Monsieur Ritter, le ministre israélien de la Défense, a souligné la semaine dernière que l'attaque d'Israël serait mortelle, précise et surprenante. À quel niveau de riposte israélienne vous vous attendez? Et l'Iran peut-il défendre suffisamment son espace aérien pour intercepter une attaque contre ses installations nucléaires? L'Iran est un grand pays et la défense de l'espace aérien iranien est une proposition très difficile. Tout pays possédant des capacités modernes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, comme Israël, soutenu par les États-Unis, sera en mesure de trouver des failles dans la couverture de la défense aérienne et d'exploiter ces failles. Et, grâce à l'élément de surprise, Israël devrait être en mesure d'atteindre toutes les cibles qu'il souhaite atteindre à l'intérieur de l'Iran. Il ne pourra cependant pas y atteindre beaucoup de cibles, et c'est un problème. Comme je l'ai dit, l'Iran est un très grand pays, mais tout cela n'a pas d'importance, car si Israël frappe l'Iran, Israël disparaît. Scott Ritter, ancien officier du renseignement et expert en géopolitique, nous livre une nouvelle analyse percutante. Alors qu'Israël menace une frappe imminente contre l'Iran, une guerre totale semble inévitable. Comment l'Iran pourrait-il répondre à cette attaque sur ses installations nucléaires? Est-ce qu'Israël est prêt à faire face aux conséquences? Dans cette vidéo, nous examinerons les enjeux majeurs du conflit potentiel entre Israël et l'Iran, tout en analysant les erreurs stratégiques susceptibles de bouleverser l'équilibre au Moyen-Orient. Vous allez découvrir pourquoi cette crise pourrait avoir des conséquences bien plus graves qu'on ne le pense. Le calcul risqué d'Israël et la position délicate des États-Unis. Et c'est vraiment le débat qu'il faut avoir en ce moment en Israël. Les Israéliens ont le sentiment que s'ils provoquent l'Iran pour qu'il frappe Israël avec une riposte majeure, les États-Unis se sentiront obligés de se ranger du côté d'Israël. Mais il s'agit d'un mauvais calcul. À la veille d'une élection où le candidat démocrate est en difficulté, l'idée que les États-Unis se joignent à une guerre très impopulaire pour soutenir les actions israéliennes à Gaza, que beaucoup ont qualifié de génocidaire par nature. Personne ne peut voir les vidéos en provenance de Gaza à la suite de la dernière attaque sur les camps de réfugiés où une famille a littéralement brûlé vive sous nos yeux et ne pas comprendre à quel point l'opinion d'Israël est basse ici, aux États-Unis et dans le monde entier. Les tentatives de négociation et l'escalade des tensions. Israël joue littéralement avec le feu, et c'est le calcul qu'il faut faire. Il incombe à l'administration Biden d'expliquer clairement à Israël les conséquences d'une frappe de représailles à grande échelle contre l'Iran qui viserait des installations nucléaires, des installations pétrolières ou des responsables d'installations militaires. L'Iran a déclaré qu'il ne tolérerait aucune action. Et il n'est pas exclu que l'Iran ait peut-être entamé un dialogue avec les États-Unis par le biais d'un intermédiaire, en indiquant qu'une petite frappe de représailles israéliennes, limitée à des cibles purement militaires, pourrait ne pas précipiter une riposte iranienne de grande ampleur, mais les États-Unis ont divulgué cette information à la presse, et l'Iran a déclaré qu'il avait mis fin à toutes ces négociations. La riposte potentielle de l'Iran. Il est donc clair que si l'Iran est attaqué, il ripostera. Il a menacé de lancer une première salve d'1 millier de missiles, qu'il pourra compléter par une autre salve d'1 millier de missiles supplémentaires, et peut-être continuer ainsi jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'Israël. Voilà où nous en sommes pour l'instant. Je considère que la posture israélienne est l'acte d'une personne désespérée. On dirait un boxeur qui se présente à la pesée avant un combat de championnat, sachant qu'il ne s'est pas entraîné, qu'il n'est pas préparé, qu'il est en surpoids et qu'il va se faire battre par le champion qui se tient devant lui et qui, sans se vanter, déclare simplement « Je suis là pour me battre ». L'Iran regarde Israël en affirmant que nous sommes ici pour nous battre, tandis qu'Israël reste calme. C'est tout. La menace israélienne envers les casques bleus de l'ONU. Dimanche, des chars israéliens ont pénétré dans une base de soldats de la paix de l'ONU au Liban. Auparavant, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait demandé au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, de retirer les soldats de la paix du Liban, car ils serviraient prétendument de bouclier humain pour les terroristes du Hezbollah. Il a affirmé que, sinon, la vie des soldats serait en danger. Ces derniers jours,
Plusieurs soldats de la paix ont déjà été blessés par des tirs israéliens. Quel signal Netanyahou envoie-t-il ainsi aux Nations Unies et à l'opinion publique mondiale? Israël accepterait-il réellement la mort de soldats de la paix? Agression israélienne et nécessité d'une réponse internationale. Israël a l'habitude de manquer de respect aux Nations Unies et d'attaquer les soldats de la paix au Liban, tuant de nombreuses personnes dans le passé. Israël poursuivra cette pratique tant que les États-Unis siégeront au Conseil de sécurité des Nations Unies. Il est très peu probable que les Nations Unies prennent des mesures à l'encontre d'Israël. Le précédent existe pourtant. On se souvient de l'attaque des Serbes bosniaques contre les forces de maintien de la paix des Nations Unies en Bosnie pendant la guerre civile bosniaque dans les années 1990. Les États-Unis et l'OTAN sont intervenus militairement pour détruire les positions des Serbes de Bosnie. C'est vraiment ce qui devrait arriver à Israël s'il continue à menacer les forces des Nations Unies. Les forces israéliennes au Liban devraient être attaquées et détruites par les États-Unis, par les Nations Unies sous l'autorité de l'ONU, par l'OTAN et par leurs voisins. C'est la communauté internationale qui agit au Liban à la demande non pas du secrétaire général, mais du Conseil de sécurité. Ces soldats de la paix sont au Liban en raison d'une résolution du chapitre 6 adoptée par le Conseil de sécurité autorisant leur présence. L'affront d'Israël à la communauté internationale. Il s'agit donc d'un affront à l'encontre du monde entier que commet Israël et qui demeure sans réponse. Il crée fondamentalement les conditions de l'anarchie et du chaos, non seulement dans la région, mais dans le monde entier, car les Nations Unies ne se tiendront littéralement pas debout face à cela. C'est l'un de ces moments existentiels pour une organisation comme les Nations Unies, où elle doit se lever et se défendre, où elle doit se battre et où elle doit insister pour que la communauté internationale vienne à sa défense. Déploiement du système TAAD. Le ministère américain de la Défense a récemment annoncé que des troupes américaines seraient déployées en Israël. Leur mission sera d'opérer le système de défense antimissile TAAD, Terminal High Altitude Area Defense, qui doit être mis à la disposition d'Israël. Le président américain Joe Biden a souligné que Washington n'a aucun plan ou intention d'envoyer des troupes américaines au sol pour combattre. Que peut-on en déduire à propos du très vanté système de défense Dôme de fer et du système de défense aérienne israélien Arrow 3, maintenant qu'un système américain est installé? Et les soldats américains ne doivent-ils vraiment pas participer au combat? Après tout, ils vont opérer le système TAD. Ou servent-ils principalement de bouclier contre une attaque iranienne? Historique du déploiement du TAD et rôle stratégique. Tout d'abord, ce n'est pas la première fois que le système TAD est déployé en Israël. Il a été déployé une fois, je crois, en 2019 dans le cadre d'exercices militaires, puis à nouveau en octobre 2023 à la suite de l'attaque du Hamas, et il est à nouveau déployé aujourd'hui. La base aérienne de Nevatim est le principal point de réception en Israël de l'aide militaire américaine. Les vols que l'Amérique effectue vers Israël, apportant des armes, passent par Nevatim, et le système TAAD est là pour protéger Nevatim et le maintenir ouvert afin que les États-Unis puissent continuer à fournir des armes à Israël. C'est le but de ce système. Intégration des systèmes de défense américains en Israël. Mais vous savez, les États-Unis ont intégré d'autres systèmes dans la défense d'Israël. Les destroyers et les croiseurs de la classe AIS des opérations True Promise 1 et True Promise 2 ont été complètement intégrés dans le bouclier de défense israélien en utilisant leurs propres capacités antimissiles et leurs radars. Les États-Unis ont fait voler des avions qui ont également été utilisés pour intercepter des missiles et des drones. Il n'y a donc rien de nouveau à disposer de cette capacité. Les États-Unis ont déployé des capacités de défense aérienne en Israël de manière constante depuis 1991, lorsque les premières batteries américaines Patriot ont été envoyées pendant la guerre du Golfe pour protéger Israël contre les missiles Scud irakiens. Les missiles Patriot ont été redéployés en 1984, puis ont été renvoyés en 2003. Les États-Unis protègent donc l'espace aérien israélien depuis un certain temps déjà. Engagement militaire américain et l'absence de contrôle du Congrès. Et encore une fois, dire que les troupes américaines ne seront pas engagées dans des combats est un mensonge,
car les forces américaines ont déjà été engagées dans des combats. La marine américaine admet que 12 missiles SM-3 ont été lancés contre des missiles iraniens, ce qui constitue des opérations de combat. Des avions de chasse américains ont abattu et engagé des missiles irakiens de fabrication iranienne, ce qui constitue une opération de terrain. Scott Ritter interprète les propos du président comme signifiant que les Américains ne participeront pas à des actions offensives contre l'Iran. Mais si Israël attaque l'Iran et que la réponse de l'Iran est écrasante et dévastatrice pour Israël, alors les États-Unis n'auront d'autre choix que d'attaquer l'Iran pour riposter à l'action iranienne. C'est une situation très dangereuse. Où est le Congrès des États-Unis dans tout cela? Y a-t-il eu des délibérations? Le Congrès a-t-il convoqué une session d'urgence? Demande Scott Ritter. Si le Congrès est actuellement en train de débattre de cette question, et s'il n'a pas décidé que les États-Unis doivent entrer en guerre contre l'Iran, alors il est légitime de se demander ce qui se passe réellement. Questionnement sur les capacités du système THAAD. Revenons sur un point fondamental. Quelle est la véritable capacité de l'armée israélienne à protéger son territoire? Quelle est l'efficacité réelle du système de défense antimissile THAAD? Est-il capable d'intercepter les missiles hypersoniques iraniens et de garantir ainsi une protection fiable pour Israël? Les limites du système THAAD. Il s'agit d'un système qui est en cours de développement et qui existe depuis un certain temps. Ce n'est pas un nouveau système. Lorsqu'il a été conçu et testé, il n'a jamais été conçu et testé contre la menace des missiles hypersoniques et il n'a jamais été conçu et testé contre la menace des missiles hypersoniques qui arrivaient en nombre tel que le système était dépassé. Le système THAAD est incapable d'arrêter une attaque de missiles iraniens. Il peut réussir contre 1 ou 2 missiles, mais il ne réussira pas à contrer le type d'attaque à grande échelle dont l'Iran s'est montré capable, et il ne peut pas se défendre contre le système d'armes hypersoniques, les Iraniens ayant des missiles à ogives séparatrices, à ogives manœuvrantes, à ogives accélératrices, à ogives permettant de déployer des leurres. Il s'agit d'un geste politique de la part des États-Unis, qui n'a pratiquement aucune signification, car quiconque s'y connaît en matière de missiles comprend que le THAAD ne modifiera pas l'équilibre général des forces en présence.